Il est 23h47. Tu scrolles, tu t'en rends à peine compte. Le pouce bouge tout seul, l'écran défile, et quelque part dans ce flux sans fin, tu tombes sur quelqu'un. Un type. Belle montre, belle voiture en fond, sourire de quelqu'un qui a l'air de tout avoir compris. Et pendant une fraction de seconde, quelque chose se serre dans ta poitrine. Pas de la jalousie exactement. Quelque chose de plus subtil, une espèce de malaise silencieux qui te demande « Toi, t'es où dans tout ça ?» Tu poses le téléphone, tu regardes le plafond, et tu te demandes vaguement ce que tu pourrais changer pour que ta vie ressemble davantage à ce que tu viens de voir. Ce moment-là, je veux qu'on en parle. Pas pour te dire que tu as tort de le ressentir, mais pour te montrer ce qu'il te coûte vraiment. Parce que ce moment, multiplié par des centaines, des milliers de fois dans une vie, il façonne des décisions, des achats, des crédits, des choix financiers qui semblent anodins sur l'instant et qui construisent, brique par brique, une prison invisible. Je m'appelle Franklin, et aujourd'hui sur l'Empire du charisme, on va parler du piège le plus répandu et le moins discuté de notre époque. Plus tu veux paraître riche, plus tu restes pauvre. Et je ne dis pas ça comme une formule, je dis ça comme un mécanisme, précis, documenté, et surtout profondément humain. Commençons par une vérité qui dérange. Vouloir paraître riche, ce n'est pas une question de superficialité, ce n'est pas une question de bêtise. C'est une réponse émotionnelle à quelque chose de beaucoup plus profond, la peur. La peur d'être perçu comme quelqu'un qui n'a pas réussi, la peur du regard, la peur de ne pas être suffisant. Et quelque part, tout au fond, la peur de se regarder soi-même et de voir quelqu'un qui n'est pas encore là où il voulait être. Quand tu achètes quelque chose pour impressionner, tu n'achètes pas un objet. Tu achètes un bouclier émotionnel. Tu dépenses pour calmer une anxiété sociale. Et cette anxiété-là, elle est réelle, elle est humaine, mais elle est aussi une des machines les plus efficaces qui soit pour vider un compte bancaire sans que tu t'en rendes compte vraiment. Pense à une voiture, pas en tant qu'objet, en tant que message, parce que c'est comme ça que la plupart des gens la vivent. On n'achète pas une voiture pour rouler, on achète une voiture pour dire quelque chose, sur ce qu'on est, sur ce qu'on a accompli, sur l'endroit où on en est dans la vie. Et pour envoyer ce message-là, des gens contractent des crédits sur 5 ans, perdent des assurances qui explosent, entretiennent un objet qui perd 20 à 30% de sa valeur dès la première année, et tout ça pour que quelqu'un dans un embouteillage lève les yeux de son téléphone pendant 2 secondes avant de retourner à ses stories. Le calcul ne tient pas. Et pourtant on le fait, encore et encore. Pourquoi ? Parce que le cerveau humain n'est pas câblé pour raisonner en termes de patrimoine sur 20 ans. Il est câblé pour réagir aux signaux sociaux immédiats. C'est ancien, c'est primitif. Dans les sociétés tribales, signaler ton statut, c'était une question de survie concrète. Celui qui paraissait fort attirait des alliances, des ressources, de la protection. Ce réflexe est toujours là, intact, gravé dans nos circuits émotionnels, sauf qu'aujourd'hui, il ne te protège plus de rien. Il te ruine juste un peu plus chaque mois. Et les marques le savent. Les réseaux sociaux, eux, l'ont transformé en système industriel. Instagram, TikTok, YouTube, c'est une vitrine de signaux sociaux, en continu, sans pause, sans relâche, 24 heures sur 24. Chaque fois que tu scrolles, ton cerveau enregistre des images, des standards, des modes de vie, des définitions implicites de ce que signifie réussir. Et quand tu refermes l'application et que tu regardes ta propre vie, tu te sens en retard. Automatiquement, presque mécaniquement. Ce sentiment de retard, c'est du carburant pur pour la dépense impulsive. Tu n'achètes pas un produit, tu achètes l'illusion de combler l'écart entre ta vie réelle et la vie que tu vois à l'écran. Sauf que cet écart ne se comble jamais comme ça. Jamais, parce que l'écran se renouvelle en permanence. Il y a toujours quelqu'un de plus, une vie plus spectaculaire, un voyage plus lointain, une montre plus visible. Et toi, tu cours derrière une image qui recule au fur et à mesure que tu avances. C'est une course que personne ne gagne. Et pourtant, presque tout le monde la court. Maintenant, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose sur l'argent. Quelque chose que l'école ne t'a jamais vraiment appris et que personne dans ton entourage ne t'a probablement expliqué clairement. L'argent n'est pas juste une somme, c'est un outil à effet multiplicateur. Quand il est placé, investi, utilisé intelligemment, il génère d'autres ressources. Il travaille pour toi pendant que tu dors. Il construit une liberté invisible mais réelle, qui s'accumule lentement et qui change tout sur le long terme. Mais quand il est dépensé pour l'image, il disparaît, définitivement. Et pire encore, il disparaît souvent avec des intérêts quand l'achat a été financé à crédit. Voilà ce que peu de gens visualisent vraiment. 1 000 € dépensés aujourd'hui pour paraître, c'est 1 000 € qui ne travailleront jamais pour toi.
Et avec l'effet des intérêts composés sur 10, 15, 20 ans, cette somme aurait pu représenter 3 fois, 5 fois, 10 fois sa valeur initiale selon comment tu l'aurais utilisée. La décision semble légère au moment de l'achat. Ses conséquences sont lourdes, très lourdes, dans le temps. Et je veux aller plus loin, parce qu'il y a quelque chose que les chiffres seuls ne capturent pas. Ce piège, il ne détruit pas que tes finances. Il détruit quelque chose de plus intime. Ton identité. Quand tu construis qui tu es autour de ce que tu parais être, tu deviens prisonnier de cette image. Tu dois l'alimenter, la maintenir, la mettre à jour. Parce que si tu t'arrêtes, si tu commences à vivre plus simplement, les gens remarquent. Et pour quelqu'un dont l'image sociale est devenue une partie centrale de l'identité, ce regard-là est insupportable. C'est un piège dans le piège. Et il est peut-être encore plus dangereux que le premier, parce qu'il rend le changement psychologiquement douloureux, presque impossible. Tu ne changes plus tes habitudes de consommation parce que tu changes ta personnalité. Et ça, la plupart des gens ne sont pas prêts à le faire. J'ai connu quelqu'un dans cette situation. Quelqu'un de brillant, d'ambitieux, qui travaillait beaucoup et gagnait correctement sa vie. Mais chaque euro gagné avait déjà une destination avant même d'arriver. Les vêtements, les sorties, l'appartement trop grand pour ses vrais besoins, mais parfait pour recevoir du monde, la voiture. Le reste. Un soir, on a parlé sérieusement. Et il m'a dit quelque chose qui m'a frappé. Il m'a dit qu'il avait l'impression de travailler pour une version de lui-même qu'il n'aimait même pas vraiment, qu'il s'épuisait pour maintenir une façade qui ne le représentait pas. Que derrière tout ça, il y avait juste quelqu'un qui voulait être respecté, être vu, être considéré comme quelqu'un qui compte. Et là j'ai compris quelque chose d'important. Le problème n'était pas financier à la base. Le problème était émotionnel. L'argent ne faisait que suivre, que matérialiser une blessure plus ancienne, plus profonde. Beaucoup de dépenses d'image fonctionnent comme ça. Elles ne sont pas le problème. Elles sont le symptôme. Et tant que tu traites le symptôme sans regarder ce qui est en dessous, tu peux te faire autant de bilans financiers que tu veux, tu peux lire autant de livres sur l'argent que tu veux, les habitudes ne changent pas vraiment. Parce que la source n'a pas changé. Alors, la vraie question, elle n'est pas comment je dépense moins. Elle est pourquoi est-ce que je dépense ça? Pas pour tout, pas pour chaque café ou chaque dîner, mais pour les dépenses qui font mal au portefeuille et qui réapparaissent malgré tout, régulièrement, inévitablement. Celles-là méritent cette question honnête. Est-ce que j'achète ça pour moi, pour le plaisir réel que ça me procure, ou est-ce que j'achète le regard que ça va générer? Est-ce que je veux cet objet, ou est-ce que je veux ce que cet objet dit de moi? Tu n'as pas à répondre à voix haute. Mais réponds-y honnêtement, vraiment honnêtement. Et maintenant laisse-moi te montrer l'autre côté. Il y a une étude qui a suivi pendant des décennies les habitudes financières de milliers de foyers américains. Ce qu'ils ont découvert est contre-intuitif à un point qui dérange. Les individus affichant le plus de richesses visibles, les voitures, les vêtements de marque, les restaurants, les voyages ostensibles, avaient en moyenne un patrimoine réel nettement inférieur à ceux qui vivaient de manière sobre et discrète. Les vrais millionnaires, dans la majorité des cas étudiés, n'avaient rien de spectaculaire à montrer. Ils habitaient dans des maisons ordinaires, conduisaient des voitures ordinaires, menant des vies qui, de l'extérieur, n'attiraient aucun regard particulier. Ce livre s'appelle The Millionaire Next Door, le millionnaire d'à côté, celui qui est là, invisible, parce qu'il n'a rien à prouver. Et c'est exactement là que tout se joue. Prouver quelque chose coûte de l'argent. N'avoir rien à prouver en génère. Les gens qui construisent une vraie liberté financière ont presque toujours ce point commun. À un moment de leur vie, ils ont arrêté de se soucier du regard des autres sur leur mode de vie. Pas parce qu'ils sont devenus froids ou indifférents, parce qu'ils ont compris que l'approbation externe est le coût le plus élevé qui soit, et qu'on peut choisir de ne plus le payer. Ce n'est pas un appel à vivre dans la privation. Ce n'est pas « ne te fais jamais plaisir ». C'est une invitation à faire une distinction que presque personne ne fait consciemment. La distinction entre ce qui te rend vraiment heureux et ce qui te rend momentanément acceptable aux yeux de gens qui, pour la plupart, sont trop occupés par leurs propres angoisses pour vraiment te regarder. Dans 10 ans, il y a 2 versions de toi. La première a continué d'alimenter l'image. Elle a eu les photos, les likes, les apparences. Et elle se retrouve à regarder sa vie en réalisant que l'argent est passé sans laisser grand-chose derrière lui. Pas de filet, pas d'option, pas de liberté réelle. Juste une fatigue profonde d'avoir joué un rôle pendant si longtemps. La deuxième a fait des choix différents, moins visibles, parfois inconfortables. Elle a refusé certaines dépenses, pas toutes, mais les bonnes. Elle a construit quelque chose, un patrimoine naissant, des options, la capacité un jour de dire non à ce qui l'épuise parce qu'elle n'en a plus absolument besoin, la capacité de voyager, d'offrir, de vivre, sans que ça soit une performance pour personne.
Cette deuxième version n'exige pas d'être extraordinaire. Elle exige juste d'être honnête, avec toi-même, sur ce qui compte vraiment, sur ce qui te rend riche dans le sens le plus profond et le plus durable du terme. Parce que la vraie richesse, elle ne fait pas de bruit. Elle se construit dans les décisions que personne ne voit. Dans les dépenses refusées, dans les investissements discrets, dans les choix qui semblent ternes de l'extérieur et qui changent tout de l'intérieur. Lentement, sûrement. Le type que je t'ai décrit au début, celui qui scrollait à minuit avec ce malaise dans la poitrine, il a fini par se poser la bonne question. Pas comment je parais mieux, mais pourquoi j'ai besoin de paraître. Et cette question-là a tout changé. Pas du jour au lendemain, mais elle a changé quelque chose. Il m'a dit une phrase que je n'ai pas oubliée. Il m'a dit « Je dépensais de l'argent que je n'avais pas, pour acheter des choses dont je n'avais pas besoin, pour impressionner des gens que je n'aimais même pas vraiment. » Si cette phrase résonne en toi, même un peu, même légèrement, alors cette vidéo était pour toi. Et si tu penses à quelqu'un dans ta vie qui court cette course sans le voir encore, partage-lui cette vidéo. Pas pour le juger, pour lui ouvrir une porte. Abonne-toi à l'Empire du Charisme, si ce type de contenu te parle. Ce qu'on construit ici, c'est bien plus que des conseils financiers. C'est une manière de penser, une manière de voir. Et la prochaine vidéo va continuer dans cette direction. Tu ne voudras pas la manquer.